Moi, c'est pour la première fois que je vois dans une province où le gouverneur a Bilok, où il y a eu son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la banque. C'est pour la première fois. Ce que nous avons toujours vu. En termes de dettes. Évidemment, je vous dis que l'intention première de Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale était celui de disculper, n'est-ce pas, son organe de tous les soupçons de corruption. Mais ce qui est malheureux, il a très mal communiqué. Congolais peut-être politico-militaire. Mais on a refusé. Mais oui, mais pour Congolais, puisqu'il y avait un forum important, la conférence nationale souveraine. Non, soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux. C'est à la présidence. Mais c'est lui qui gère la présidence. Il a signé ce qu'on vient de nous donner. Peut-on parler d'une révolution du ministère des Droits humains? Je suis un peu mal à l'aise de le dire parce qu'il s'agit de moi. Oui. Je pense que l'éducation que moi j'ai réussi et même ma philosophie de vivre m'invite toujours à l'humilité, à la modestie, même si ce que vous dites est vrai, que je suis au fait à ce jour le seul, ce qui va de soi, que le premier entre les ministres, les warriors, les ministres de la République démocratique du Congo, à prendre la parole à la grande tribune, à la tribune mythique des Nations Unies. C'est quelque chose de très important pour les Matadiens. Très heureux encore de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce magazine Tempête politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout où vous vous retrouvez, même en dehors du pays. Grâce à la magie de l'Internet, de l'évolution de la technologie avec le média 2.0, vous avez la facilité de suivre aujourd'hui votre émission Tempête politique sur la chaîne YouTube et également notre page Facebook. Nous vous souhaitons bonnes conditions de suivi de ces numéros. De quoi sera-t-il question? Nous allons faire une petite rétrospective sur les deux dates historiques de férié pour le mois de janvier en République démocratique du Congo. Il s'agit du 16 janvier où nous commémorons justement les décès du musée Laurent Désiré Kabila, assassinat d'ailleurs, et le 17 janvier également où nous commémorons justement la disparition du tout premier ministre du gouvernement, Patrice Emery Lumumba. C'est des grandes dates historiques, combien bénéfiques et riches pour l'histoire de la République démocratique du Congo, tant sur le plan politique qu'autre. Et aussi, nous allons parler dans cette émission de la peine de mort qui refait surface en République démocratique du Congo. Vous le suivez très bien, ce sujet d'actualité qui fait couler encre et salive, la peine de mort, réinstaurée par le ministre d'État, ministre en charge de la justice de la République démocratique du Congo, son Excellence Constant Moutamba. C'est sujet qui fait couler encre et salive, tant au niveau national qu'au niveau international. Et enfin, nous allons parler de la province du Congo central sur également un sujet en tout cas qui fait polémique. Il s'agit de l'emprunt de 20 millions de dollars américains que l'Assemblée provinciale du Congo central a autorisé au gouvernement provincial de pouvoir entamer cette démarche pour des fins connues. Vous le savez très bien, il motive par la construction justement du nouveau bâtiment pour l'Assemblée provinciale et certaines actions qui sont prévues pour l'utilisation de cette somme. Pour parler de tous ces sujets d'actualité, nous recevons pour vous Maître Kanza, analyste politique, à qui nous disons bonjour, Maître, et bienvenue. Merci. Bonjour, cher Osé.
Merci pour l'invitation. Et je salue également les téléspectateurs qui vont nous suivre. Et nous sommes là effectivement au service de la nation. Tenter de manière tout à fait modeste à donner notre contribution sur les différentes questions d'actualité de notre pays, pourquoi pas de la province, qui nous est chère. D'emblée, maître, le président de la République a totalisé une année, vient de totaliser une année. Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 2025, 20 janvier 2024, pratiquement une année depuis l'investiture du président de la République. D'emblée, en tout cas de façon très brève, c'est une paragraphe que nous ouvrons rapidement ici, nous allons fermer rapidement. Comment jugez-vous le bilan à mi-parcours du président de la République? Alors, de mon point de vue, je pense que même si nous disons qu'il a totalisé une année, nous devons être objectifs pour reconnaître que durant l'une année, ou l'année telle que vous la décriez, vous la présentez, nous devons être réalistes que quelques mois avaient été grignotés pour les différentes tractations de la formation du gouvernement. Et ça, ce sont des situations réelles qu'il faille expliquer à la population. Parce que quand on dit le chef de l'État a totalisé une année, on voit seulement la durée de 12 mois, alors qu'en réalité, dans le 12 mois, il y a plusieurs mois qui ont été grignotés pour les tractations débouchant à la formation du gouvernement. Là, ça sera vraiment hasardeux d'émettre un avis aussi négatif, tout en reconnaissant que le chef de l'État, à la tête du pays, en tout cas, il n'a pas totalisé une année. Mais au comptant, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est maintenant une année depuis qu'il a prêté serment. Parce que nous considérons que c'est à partir de la prestation de serment que le mandat prend son cours. Mais nous savons tous que la constitution que nous avons, et ça fait partie aussi de certains points de faiblesse qui nécessitent la modification, la révision. En tout cas, c'est une thèse que je soutiens toujours. Je ne suis pas d'accord pour le changement. Ça nécessite quand même une modification parce que ce n'est pas le chef de l'État qui dirige le pays au quotidien. Il y a un premier ministre qui est à la tête d'un gouvernement. Et ce dernier a été mis en place, je crois, 4 ou 5 mois après. Et c'est très important de le mentionner. Alors, la question que vous me posez, le bilan du chef de l'État, je dirais c'est un bilan mitigé. Sur le plan socio-économique, le bilan n'est pas satisfaisant, ça il faut le reconnaître. Sur le plan des avancées démocratiques, il y a certes des avancées positives, mais il y a aussi une forme de régression en termes de liberté, des droits fondamentaux et libertés individuelles. Sur le plan sécuritaire, on peut dire, en tout cas de mon point de vue, la situation est un peu stationnaire. Stationnaire, quand nous suivons quand même l'évolution de la crise sécuritaire à l'Est. Par contre, je peux dire, sur le plan diplomatique, il y a eu quand même quelques avancées majeures que je qualifie de positives. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État a eu quand même à faire quelques actions, à mener quelques actions qui pénalisent l'intelligence qu'on connaissait du Rwanda. Mais on sent quand même que le Rwanda est asphyxié sur le plan international, à la fois une bonne communication de la République démocratique du Congo qui s'imbrique dans une action diplomatique où on présente effectivement le Rwanda comme agresseur et on sent que du point de vue des instances internationales, que ce soit l'Union européenne, que ce soit même au niveau des Nations Unies, d'ailleurs il y a eu un rapport accablant contre le régime de Kigali où on demande effectivement à M. Paul Kagame de quitter le territoire congolais. Ça,
ça fait partie des actions à saluer à l'endroit du chef de l'État. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, sur le plan socio-économique, nous allons encore attendre ce que le chef de l'État fera pour la suite de son mandat. Les infrastructures, on voit les routes, les infrastructures sanitaires, etc. On attend voir, parce que avec le vote du budget 2025, peut-être là, le chef de l'État va imprimer une autre politique volontariste, s'agissant notamment de réalisation de quelques secteurs clés. Il a annoncé la poursuite du programme PEDEL 145 territoires, phase 2, et je crois que nous allons voir pour la suite de son mandat comment est-ce qu'il va imprimer sa marque et laisser quand même des bons signaux. À Mbujimaï, il a effectivement mentionné que s'il n'arrivait pas à réaliser quelque chose, lorsqu'il reviendra, il est d'accord qu'on puisse le lapider. Donc, ce sont des mots, peut-être pas des promesses, mais des mots qui nous laissent penser quand même que le chef de l'État est déterminé. Et voyons voir comment est-ce qu'il peut se démarquer à ce second quinquennat. Et surtout qu'il a encore 4 ans devant lui. Surtout qu'il a encore 4 ans. Mais la dernière année, il faut toujours être un peu sceptique parce que souvent, on est dans la fièvre électorale. Dans la fièvre électorale, tout dépend de réserve d'un glissement hypothétique. Oui. Voilà. Nous allons entrer dans le sujet. 16 janvier, musée Laurent Désiré Kabila, justement assassiné, alors que celui-là, le peuple congolais voyait un nouveau vent qui soufflait sur la République, un vent de développement, un vent de redressement du pays, justement après cette longue période dictatoriale sous les régimes Mobutu. On voyait un nationaliste à la tête du pays. On voyait quelqu'un pétri de volonté, justement, pour amener à un développement de fonds à la République démocratique du Congo, mais hélas, il ne fera pas long feu, il sera assassiné. Musée Laurent Désiré Kabila, quel souvenir? Alors, je retiens de Musée Laurent Désiré Kabila, d'abord un nationaliste et révolutionnaire. Mais c'est toujours sur cette lignée de l'umumbiste. Je veux quand même faire un peu... On peut associer les deux. Ce sont deux figures emblématiques du nationalisme congolais. Évidemment, je parle de deux figures emblématiques du nationalisme congolais post-indépendant. Parce qu'il y a le prophète Simon Kimbangu, lui, qu'on peut effectivement le situer au niveau du nationalisme panafricain, parce que quand déjà il annonce avec sa théologie de libération du peuple noir, ça va au-delà même de nos frontières, du Congo. Ouais. Mais du point de vue interne, on voit effectivement l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba et l'ancien président de la République, Musée Laurent Désiré Kabila, ce sont deux figures emblématiques du nationalisme congolais. Musée Laurent Désiré Kabila, un nationaliste révolutionnaire, avec son slogan phare « Ne jamais trahir le Congo », c'est quelqu'un, certes, on peut lui reprocher cette vision un peu communiste du développement de notre pays, alors que, par vocation, la République démocratique du Congo, c'est un pays non aligné. Mais il est venu avec un peu cette nostalgie de Che Guevara, de Fidel Castro, et un peu du communisme chinois, un modèle chinois. Il est venu pensant que, effectivement, d'abord, il suspend les partis politiques. Il évolue à sa manière de gérer le pays, un nationalisme aussi totalitaire, tout est centré sur lui, c'est lui. C'est un autocrate aussi, un despote, mais au moins quelqu'un qui aime son pays. Du point de vue continental, il s'allie avec les Kadhafi, dont les idées sont pratiquement similaires sur le plan de la philosophie politique. Donc, un nationaliste révolutionnaire, quelqu'un qui pense d'abord à son pays, mais avec un modèle, un système, un modèle politique
assez autoritaire, alors que le pays, ayant connu les passés mobutistes, voulait effectivement avancer sur le plan de la démocratie libérale. Lui, il est venu avec un modèle un peu calqué chinois et puis asiatique, cubain et tous ces pays-là du tiers-monde. Donc, je me dis, un nationaliste, certes, on peut lui reprocher sa manière de faire et sa philosophie qu'il voulait imposer, sa philosophie du pouvoir qu'il voulait imposer, mais c'est un nationaliste et révolutionnaire parce qu'il voulait à ce que le pays ne soit pas placé sous une hégémonie occidentale. Et c'est important de le mentionner. Pourquoi? Parce que je crois qu'il a compris ce pays. Les Occidentaux, depuis, d'abord ils étaient à la base de l'assassinat de Lumumba, parce qu'ils pensaient que Lumumba était tourné vers les soviétiques. Et ça, il faut le signaler que à la base, parmi les causes de l'assassinat de Lumumba, c'est pas son discours de crime de lèse-majesté contre le roi le jour de la proclamation de l'indépendance. C'est pas forcément ça. C'est que les services secrets belges et même occidentaux et même américains, ils étaient offusqués de voir, à la veille de la menace de la sécession du Sud Kasaï, une province minière, la sécession du Katanga, une province minière, parce que les Occidentaux visaient ces ressources minières, voir que le Premier ministre Lumumba sollicite l'intervention des Soviétiques pour mater ces sécessions. Pour les Occidentaux, les Américains et les Belges, c'était une ligne rouge qui était franchie. Et donc, il fallait absolument éliminer. Nous sommes là à la guerre froide, donc les Soviétiques se battent avec les Occidentaux. Donc, il fallait absolument en finir. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, c'était une chasse gardée des Occidentaux. Et ça date depuis la conférence de Berlin. Et donc, quelqu'un qui n'avait pas droit au gâteau, les Soviétiques, comment est-ce que vous les invitez? Et donc, ça ne pouvait pas passer. Il fallait absolument l'éliminer. Nous venons avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est la même doctrine nationaliste. Il faut bouter dehors l'ennemi. Et quand on dit l'ennemi, ce n'est pas seulement le Rwanda ou l'Ouganda ou le Burundi qui l'ont accompagné à chasser Mobutu, mais c'est le deal qui était derrière. C'est effectivement exploiter les richesses minières et d'une manière tout à fait élargie, que toutes ces sociétés occidentales se retrouvent derrière le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Et on a vu, lorsque le président Mouzé Kabila avait demandé à ses forces étrangères qui l'ont accompagné de bouter Mobutu dehors, on a vu la guerre du 2 août 1998, avec la prise de la base de Kitona, le RCD Goma est venu, accompagné toujours avec ses forces nébuleuses, c'est-à-dire le Rwanda, pour réclamer leur part du butin. Et ils étaient soutenus par l'Occident et même par l'ONU. Et on a vu, on a suivi l'accord de Lusaka, ça a suivi l'assassinat de Mouzé. Donc il y a toujours cette corrélation entre un discours nationaliste de Mouzé qui dit aux forces étrangères soutenues par les multinationales occidentales et donc par là les forces obscures des pouvoirs occidentaux et qui conduit à l'assassinat. Et on a encore l'assassinat de Patrice Lumumba lorsqu'il demande l'intervention des soviétiques parce qu'il sent que les provinces minières ont été déclarées sécessionnistes, mais tout simplement parce que les Belges et les Américains étaient derrière ces sécessions. Et le Premier ministre Patrice Lumumba sollicite l'intervention des soviétiques. Il fallait la battre. Comment vous demandez aux soviétiques qui n'ont pas droit au gâteau venir intervenir dans notre part du gâteau? Il fallait absolument l'éliminer. Donc, deux figures qui ont évolué dans leur discours, dans leur constance. Mais ils n'ont pas compris le monde contemporain. C'est là où moi je les reproche. Ils n'ont pas compris le monde contemporain. Pour autant, nous devons toujours les honorer. Et là, moi j'ai regretté personnellement le chef de l'État, au moment où nous sommes agressés. On a laissé passer ces 2 journées. Le chef de l'État devait au moins ne fût-ce qu'aller déposer les germes de frères devant le
le mausolée de Musée Laurent Désiré Kabila. Ça allait être un acte de haute portée symbolique. Pourquoi? Parce qu'il est mort à cause de ces gens-là. Parce qu'il les avait demandé de rentrer chez eux. Et au moment où nous sommes agressés, le chef de l'État aurait dû poser cet acte de haute portée symbolique. Attention, Laurent Désiré Kabila n'est pas un personnage affilié au FCC. Non. C'est un personnage qui appartient à la nation. De la même manière, son père, Étienne Tshisekedi. C'est ça. Demain après-demain, quelqu'un d'autre viendra, pourra hisser Étienne Tshisekedi comme héros national. Que dira-t-il, lui, le chef de l'État? Non, on doit à un moment sortir des émotions, reconnaître que ce sont des figures, que ce soit pour Patrice Emery Lumumba. D'ailleurs, je condamne avec la dernière énergie comment est-ce que on a vandalisé le mausolée de Patrice Emery Lumumba. Non. L'État doit mettre en œuvre des actions pour arrêter, appréhender, sanctionner ces gens. Non. Ce sont des figures respectables de notre pays. Et voilà. Donc, deux nationalistes, un nationaliste révolutionnaire, Musée Laurent Désiré Kabila, un nationaliste républicain, Patrice Emery Lumumba, parce qu'il tenait à ce que le pays ne soit pas divisé, balkanisé. Un nationaliste révolutionnaire parce qu'il voulait à ce que absolument qu'on puisse bouter l'ennemi dehors, ne pas trahir le Congo. Et ça, Laurent Désiré Kabila pourrait le faire. Plusieurs chefs de l'État sont encore au pouvoir ici en Afrique parce que tout simplement, ils avaient signé des accords avec l'Occident. Et Laurent Désiré Kabila pouvait le faire. Imaginez Laurent Désiré Kabila qui dit comme ça devant la presse. Le secrétaire d'État, Madame Madeleine Albright m'a appelé, le secrétaire d'État américain. Elle me donne des injonctions pour que je puisse négocier avec Kagame. J'ai raccroché le téléphone. Et c'est cette même pratique Exactement. que les États-Unis, oui, tout ce monde-là, oui, veulent que le président de la République Tshisekedi puisse négocier avec les terroristes des M23 afin que la guerre cesse à l'Est, afin que cette agression puisse prendre fin. Ok. Donc, si... Et on voit effectivement, ce sont des initiatives à saluer, la position du chef de l'État. Ici, je félicite encore le chef de l'État qui a réitéré sa même rhétorique Il ne négocierait nationaliste pas avec les terroristes devant le corps diplomatique et il a dit, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Félicitations, bravo. C'est pour ça que je dis, il devait au moins aller déposer les germes de fleurs devant le musée. Un acte de haute portée symbolique. Pourquoi? Ça allait être un signal fort devant tous ces diplomates et la communauté internationale que nous sommes constants sur le plan nationaliste. On ne négocie pas. Pourquoi? Parce que l'intégrité territoriale et la souveraineté n'est pas à négocier. Lumumba est mort pour ça. Musée Laurent Désiré Kabila aussi est mort pour ça. Et on est toujours sur ce même chemin. C'est ça. Pourquoi? Parce que ça sera le même schéma de négociation, intégration, accord de paix, mixage des forces nébuleuses dans l'armée régulière. Et demain après-demain, les mêmes personnes vont encore se mutiner, prendre les armes contre la République, et ça sera l'éternelle chanson. Non, au moins, le chef de l'État devra... Mais maintenant, quand vous refusez de négocier, il faut dupliquer l'intelligence diplomatique. Parce que les Occidentaux, lorsqu'ils vous disent négociez, vous refusez, négociez, vous refusez, vous devez avoir un double discours pour dire je refuse de négocier, mais au moins je propose ça. Parce que eux, les Occidentaux n'avancent pas souvent avec les radicaux. Lorsque vous êtes extrémiste, là, c'est très dangereux. Donc, je pense que les chefs de l'État, c'est un fait diplomate, je pense qu'il a aussi un autre discours en dehors du refus systématique à négocier. Voilà. Alors, maître, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire, avec le temps qui a évolué, est-ce que le combat du héros national Patrice Emery Lumumba et celui du musée Laurent Désiré Kabila, est-ce que le combat qu'ont mené ces deux vaillants Congolais, ces deux citoyens, leur combat, les valeurs, lutte, est-ce que nous avons pu pérenniser toutes ces valeurs léguées
par ces deux héros nationaux? Non, je pense que non. Le nationalisme lumumbiste, celui qui a lutté pour préserver d'abord l'intégrité, l'unité nationale, il ne voulait pas le fédéralisme, Lumumba, il tenait absolument à l'unitarisme. C'est vrai, c'est un débat à l'école, mais au moins, il a su préserver. Le président Mobutu, en commettant le coup d'État, il est venu trouver un pays uni. C'est grâce aussi à ce nationalisme lumumbiste. Il n'y a pas eu donc de la trahison. Mais, regardez, dans l'opinion populaire, il y a d'ailleurs une chanson qui a été censurée, on dit non, Lumumba Kufa Pona Mwasi. Donc c'est de l'inconscience populaire. C'est de l'inconscience. Donc l'État n'arrive pas à incruster cette prise de conscience nationaliste de ces grandes figures pour comprendre effectivement que, par exemple, le président et ministre Patrice Lumumba est décédé à cause du pays. Non, on pense que le premier ministre est mort pour sa femme. Non, c'est faux. C'est pour le pays. Parce que même à la limite, arrêtez, déjà au Katanga, les tortionnaires, les Godefroy Munongo, les Moïse Tchombe, les Nendaka, et même les officiers belges, le premier ministre pouvait abdiquer en disant, bon, écoutez, ne me tuez pas, je négocie, je ne veux plus combattre, j'accepte de concéder tout ce qui est pour les Occidentaux. On n'allait même pas les tuer. Donnez-moi l'exil, je pars en exil, et puis ne me tuez pas, ma famille, prenez soin de ma famille. Il pouvait bien le faire. Donc il n'a pas trahi le Congo. Aujourd'hui, ce n'est pas incrusté. Pourquoi? Parce que même ceux-là qui se réclament être des lumumbistes, vous les voyez tous dans des négociations politiques en train de chercher des postes, tout simplement pour des fins personnelles. Pour des faits personnels, pour leurs propres intérêts. Ce ne sont que des lumumbistes de nom. Ce ne sont que des lumumbistes de nom. Et même pire encore, certains lumumbistes qui ont été accusés de détournement. Je ne vois pas le lumumbiste en vie être poursuivi pour des détournements, des faits de détournement. Donc, je pense qu'il y a un problème pour notre classe politique d'intérioriser les valeurs lumumbistes, les valeurs kabylistes mousées, et en faire des idéologies de leur propre parti politique. Il y a un problème. Il y a un fossé entre ce que on entend dire de tous ces hommes politiques et les valeurs authentiques de ces héros pour lesquels ils se sont battus. Moi, il y a d'ailleurs une frange de l'opinion qui pense que le combat de Lumumba, le combat de Mouzé Laurent Désiré Kabila n'est pas assez enseigné à nos enfants à l'école, à la génération actuelle. Il faudrait vraiment que cela soit enseigné pour préparer justement la mentale, préparer les comportements, influencer même la psychologie de ceux qui seront le futur dirigeant du pays. Oui. Et je pense sur le plan éducationnel, très bien, il y aurait une négligence de ce côté-là. Oui, même sur le plan éducationnel, c'est vrai, comme vous dites, il y a une négligence. On avait, mais dans le cours de civisme, même éducation à la citoyenneté, il y a des chapitres sur le patriotisme. Oui, les enseignants peuvent intégrer des parties sur le nationalisme congolais. Enseigner Lumumba, enseigner Mouzé Laurent Désiré Kabila, enseigner Mfumu Kimbangu, enseigner Mama Vita Kimpa, ok? Enseigner Moutaka Savubu. Comprenez? Ce sont de grandes figures qui ont incarné un certain nombre de valeurs qu'on doit absolument enseigner. Mais sur le plan de l'enseignement national, pourquoi ne pas aussi concevoir des manuels scolaires? Des manuels scolaires où on distribue à nos enfants et on enseigne et en langue nationale aussi. Pourquoi? Pourquoi pas? Et pourquoi pas même au niveau du ministère de l'initiative, comment on dit ça? L'initiation à la nouvelle citoyenneté. Mais qu'est-ce que ce ministère fait? Qu'est-ce que ce ministère conçoit comme programme? Inexistant. Mais c'est ça! La matière est là. Que de noms. Que de noms. Mais qu'est-ce que ce ministère conçoit? Ministère de l'initiative à la nouvelle citoyenneté. Mais la matière est là. Concevoir les manuels scolaires où on enseigne avec des faits historiques probants et on enseigne des manuels scolaires, on enseigne à nos enfants. On distribue ça gratuitement. Très bien. Voilà. Maître, nous allons évoluer dans cette émission pour parler justement de la peine de mort qui a été
réinstaurer une fois de plus. Le ministre d'État, ministre en charge de la justice, Constant Moutamba, il dit que la peine de mort doit refaire surface, justement, parce qu'il y a tellement beaucoup de concitoyens qui se comportent très mal envers la République, envers des Congolais, notamment ceux-là que nous appelons des Koulouna, ces gens sans cœur qui opèrent même pendant la journée et qui commettent beaucoup de forfaitures, en tout cas insupportables dans la société. Et Constant Moutamba pense que la peine de mort est la solution radicale pour éradiquer justement de façon très significative ces phénomènes Koulouna qui rongent notre société aujourd'hui il y a plus de 10 ans ou 15 ans, je dirais même. Oui, je pense que bon, ça c'est la peine de mort ne se réhabilite pas par une déclaration du ministre de la Justice. Certes, notre législation pénale, que ce soit le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire, que ce soit la loi du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, ces deux instruments juridiques répressifs prévoient la peine de mort. Mais seulement que dans le parcours de notre pays, il y a eu ce qu'on appelait le moratoire. Le moratoire était justifié par un mouvement abolitionniste qu'il y a eu du point de vue international et ça faisait partie aussi de certaines conditionnalités pour certains engagements internationaux, que ce soit au niveau des institutions de Bretton Woods, que ce soit même de la participation dans certaines organisations internationales. On voulait assez que, est-ce que votre pays a déjà continué à exécuter, etc. Et donc, la République démocratique du Congo avait opté pour un moratoire, qui n'était pas une abrogation. Mais par après, le gouvernement congolais avait opté sur la levée de ce moratoire. Et il y a eu une circulaire qui a été signée par le ministre de la Justice. Alors, donc, nous sommes passés à la phase d'exécution. Mais pas plus tard qu'hier, je ne sais pas si vous avez suivi le chef de l'État, devant le corps diplomatique, il a mentionné, même si la République démocratique du Congo a réhabilité la peine de mort, où on a fait la levée du moratoire, qu'aucune personne n'était exécutée. Alors, c'est très important cette précision. Pourquoi? Je pense que même pour le chef de l'État, lors du Conseil des ministres débattant sur la levée du moratoire, je crois que le chef de l'État voyait plus l'exécution de la peine de mort par rapport à la crise à l'Est. Je crois comprendre les choses de cette manière, lorsque je suivis le chef de l'État. Parce qu'il a mentionné, on ne sera pas transigeant vis-à-vis de ceux-là qui auront trahi le pays, donc l'infraction de trahison. OK? Une incrimination réprimée par le Code pénal militaire en son article 128. Et nous ne serons pas aussi tolérants vis-à-vis des actes de terrorisme. Une incrimination également réprimée dans le Code pénal militaire, article 158. Mais pour le terrorisme, c'est un acte de terrorisme ayant conduit à la mort. Mais on comprend que la nécessité de rétablir l'exécution de la peine de mort était justifiée par rapport à la guerre à l'Est. En tout cas, quand je suivis le chef de l'État, c'était pas ça. C'était pas par rapport au phénomène Koulouna. Certes, on peut aller plus loin pour dire que certains Koulouna commettent des actes de terrorisme. Et ça peut justifier leur poursuite devant les juridictions militaires. Dans certains cas, quand bien même qu'ils soient considérés comme des civils. Mais l'impératif de la réhabilitation, d'exécution de la peine de mort, c'était, en mon sens, par rapport à la crise à l'Est. Alors, ça pose un problème d'approche. Ce que le chef de l'État dit et ce que le ministre fait. Et le ministre, à mon entendement, il n'a pas encore aussi exécuté. Pourquoi? Parce que c'est toute une procédure. La peine de mort, on n'exécute pas comme ça, c'est vraiment une procédure. Alors, quand
qu'en est-il de l'efficacité de la peine de mort par rapport au phénomène Kuluna? Moi, je me dis, la peine de mort, sa fonction principale, c'est la fonction d'intimidation. Lorsqu'on exécute, ça va au-delà aussi de ce qu'on appelle en droit pénal général, la fonction de prévention générale. Ça permet à ce que lorsqu'on exécute, les autres ou les prétendants, les potentiels criminels se disent « Ah, ça, je ne peux pas le faire. » Parce que si on a exécuté tel, si je commets le même délit ou le même crime, moi aussi je serai exécuté. Donc, il y a une façon d'intimider la société et donc de dissuader les potentiels criminels. C'est dans ce sens-là. Mais je me dis, par rapport à l'ampleur du phénomène, ce n'est pas assez efficace. Pourquoi ce n'est pas assez efficace? Et contrairement à ce qui se faisait avec le ministre Luzolo Bambi, on a remarqué que les actions coercitives qui étaient menées par le général Kanyama et les poursuites, les mesures d'éloignement qui étaient décidées par Luzolo Bambi, je vois la synchronisation de ces actions de lutte contre le phénomène, c'était efficace. Le général Kanyama qui a arrêté, et à un moment, lorsqu'il avait une forte résistance, il y avait effectivement l'usage de la force. Il tirait, effectivement. Pourquoi? Parce que c'était des gangs. Et c'était des gangs très dangereux. Et armés aussi, parfois. Oui, c'était des gangs très dangereux. Et l'usage de la force était utilisé. Oui, on pouvait bien regretter les organisations de droits de l'homme condamnées, mais au moins c'était efficace. Pourquoi? Parce qu'on demandait à ces gangs de mettre à terme, d'abandonner les armes, mais ce qu'ils ne faisaient pas. Et donc, on devait faire usage de la force. Mais pour ceux-là qui étaient arrêtés, rappelez-vous du temps du ministre Luzolo Bambi, Angenga, Boulouo, vous comprenez, Osio, etc. Mais il avait une diminution. Mais on n'exécutait pas. Mais pourtant, c'était efficace. Donc, je pense que le problème, c'est seulement la cohérence des politiques criminelles. Lorsqu'il y a un autre ministre de la Justice qui arrive, pourquoi pas le ministre Moutamba pouvait bien s'inspirer de la politique criminelle adaptée et proactive qui était mise en place par le ministre Luzolo Bambi, et c'était efficace. On ne parlait pas de cette rhétorique de la peine de mort, mais c'était efficace. C'était efficace. Donc, il suffit de mettre en place des actions coercitives qui tendent à une bonne politique criminelle, comme l'a fait le ministre Luzolo Bambi, c'était efficace, on a vu des fruits, baisse du taux de criminalité et du banditisme urbain, et voilà, les choses ont marché. Mais il y a un autre ministre qui arrive, il veut faire les choses à sa manière, un autre ministre qui arrive, il veut faire les choses à sa manière. Non, s'inspirons de cela, des actions qui ont abouti avec le ministre Luzolo Bambi, et les choses vont marcher. Les causes du phénomène, ce n'est pas seulement dans la répression. Les causes du phénomène, ce n'est pas seulement dans la répression. C'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité sociétale. Vous avez la déperdition scolaire de ces jeunes, la précarité économique et sociale. OK? Vous avez l'environnement social. OK? Mais vous avez aussi la dépravation des mœurs. À chaque fois, lui-même, le ministre de la Justice, interdit certaines chansons qui font l'apologie de la violence. Ah, bétaïe, toro, toro, bétaïe, toro, toro. Mais ce sont des chansons qui sont exécutées, ce sont des chansons qui font la promotion de la culture des gangs. À un moment, on a interdit la prise des boissons, soupunatolo, etc. Mais maintenant, c'est laissé. On en voit encore. On en voit encore. Donc, il y a une responsabilité de l'État. Il y a une responsabilité de l'État dans ce qu'on peut appeler cette approche préventive. Mais plus loin aussi, il y a aussi une responsabilité de l'État dans la politique économique. Rappelez-vous, il y a un moment où le gouvernement avait interdit les taxis motos. Et quand le gouvernement avait interdit les taxis motos, il y avait hausse de la criminalité. Pourquoi? Parce que la plupart de ces Wewa se retrouvaient sans emploi. Mais ça veut dire que si le gouvernement met en place une bonne politique
socio-économique qui tend, par exemple, à donner des motos, je ne dis pas donner, mais on cherche par plusieurs manières, à occuper ces jeunes gens avec des motos. Ces jeunes-là se sentent effectivement dans l'emploi quotidien. Ils ont une activité. Une activité génératrice de revenus. OK? Ça va de soi, ça va diminuer. Et ça, la ministre en charge de la jeunesse n'en réfléchit pas. Mais n'en réfléchit pas. Donc, ce sont des actions coordonnées, synchronisées. Ministère de la jeunesse, ministère de l'emploi, ministère, effectivement, de finances, de l'économie, etc. Pour comment prévenir et lutter contre ce phénomène. Mais il y a aussi la réforme de la police. À un moment, on parlait de la police de proximité. On n'en parlait plus. L'approche 3PP, prévention, proximité et partenariat. Cette police était éduquée, formée à approcher même les chefs des quartiers, discuter, échanger avec les chefs des quartiers, avoir certaines informations sur certains gènes très dangereux dans les quartiers. Et même cette police avait des séances de stratégie avec des chefs des quartiers. Ça n'existait plus. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était le financement des bailleurs de fonds. Des bailleurs de fonds. Et maintenant, quand il n'y a plus de financement, eh bien, c'est fini. C'est fini. Donc, il y a des actions réfléchies. À mon sens, la peine de mort, l'application de la peine de mort, vous savez, l'opinion pense que c'est efficace quand on tue. Mais, je vous ai dit ici que le ministre Luzolo Bambi menait des actions, de bonnes actions de politique criminelle. Il y avait baisse de taux de criminalité par rapport au phénomène Kuluna. On ne tuait pas. Donc, la peine de mort en soi, je ne dis pas que je suis abolitionniste. Non, moi, je ne suis pas abolitionniste. Ça, c'est un débat d'ailleurs très ouvert. Très ouvert. Je ne suis pas abolitionniste. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'on ne doit pas suivre le cours normal de la communauté internationale. Puisqu'il y a un mouvement abolitionniste, nous nous suivons. Non, on ne peut pas être de suiviste. On peut être rétentionniste tout comme abolitionniste, mais ça dépend de la souveraineté pénale de chaque État. De chaque État. Exactement. Les États-Unis... et des circonstances également. Aux États-Unis, on applique la peine de mort. Mais pourtant, les États-Unis constituent l'un des pays des démocraties. Le plus démocratique. OK. Donc, ça, pourquoi? Parce que les États-Unis, ils ont estimé qu'il faut tenir compte de la criminalité qui sévit dans leur pays, ils doivent maintenir la peine de mort. Nous, le gouvernement a estimé, tenant compte de la menace et de différentes trahisons, OK, qui se font dans l'armée. Qui se font dans l'armée. Il faut réhabiliter l'exécution de la peine de mort. Je pense que c'est juste. Mais du point de vue de Kuluna, je pense que ce n'est pas mesuré. Ce n'est pas mesuré, ce n'est pas assez efficace. Même si on tuait, sans une bonne thérapeutique à la base des facteurs criminogènes qui font en sorte qu'il y ait évolution ou l'ampleur de ce phénomène Kuluna, non. Le Kuluna, ce n'est pas seulement des gangs visibles, mais c'est aussi des gangs cachés. À Kinshasa ou même partout ailleurs, vous passez, il y a des endroits où quand il fait nuit, vous passez avec votre téléphone, on vous ravit le téléphone. Hein? Alors, d'abord, pour appréhender ce jeune homme qui vous a ravi le téléphone, c'est difficile. C'est un gang caché. Ce n'est pas seulement des gangs visibles. Des gangs visibles, oui, c'est facilement lorsqu'il y a des batailles, des rues avec des machettes, des affrontements, des gens qui débarquent, cassent des boutiques, etc. Oui, ça, ce sont des gangs visibles. Mais qu'en est-il des gangs cachés qui opèrent dans la clandestinité? Il y a un problème, c'est un problème. Ce sont des criminalités, des survies. Et pour ça, il faut de thérapeutiques efficaces pour résorber le phénomène. Très bien. Et donc la peine de mort, à mon sens, n'est pas efficace pour éradiquer le banditisme urbain. N'est pas efficace. N'est pas efficace. La preuve, le ministre Luzolo Bambi avait mis en place une bonne politique. Ce n'était pas par rapport à la peine de mort. Et on a vu des résultats. Très bien, maître. Nous allons parler en dernier lieu de l'empreinte de 20 millions de dollars américains demandée par le gouvernement provincial et dont l'Assemblée provinciale a finalement autorisé que le gouvernement
puisse justement solliciter cet emprunt de 20 millions, dont une partie de cette somme sera utilisée pour la construction d'un nouveau bâtiment administratif pour l'Assemblée provinciale et d'autres projets qui sont également prévus. Ce sujet fait couler encre et salive. Pour certains, ce n'est pas opportun. Pour les autres, oui, ça vaut quand même la peine. Bon, écoutez, personnellement, je n'ai pas tous les éléments d'analyse de ce dossier. Je suis à travers les réseaux sociaux, tout ce qui s'est dit. Il serait prudent que je puisse disposer de tous les éléments du dossier pour que je puisse émettre un avis objectif. Mais en tant que NECOM, je peux dire, je déplore cette tendance à un endettement perpétuel. Ce n'est pas assez efficace pour les investissements durables de notre province. Il faut déconseiller à nos dirigeants, l'actuel gouverneur, même ceux-là qui viendront, en passant, je félicite l'ancien gouverneur ad intérim, Justin Louemba, qui est passé, mais qui n'avait pas pensé à un endettement. Et il a laissé quand même quelque chose dans les comptes du gouvernorat. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut matérialiser son programme d'action sans recourir à un emprunt bancaire. Tout dépend de la rationalisation des ressources publiques ou des ressources de la province et une bonne utilisation ou une bonne affectation. Alors maintenant, cette pratique récurrente, où lorsque vous venez, vous dites, écoutez, la province est déjà endettée, oui, celui qui était passé avant moi, il s'est endetté, pourquoi pas moi? Ça mettra la province dans un cercle internet d'endettement. Pourquoi? Parce que les banques font les affaires. Vous laissez la province sous un régime d'endettement. Et ceux-là qui viendront, la province payera toujours cette dette. C'est ce que je déplore, en tout cas de premier vue. Mais les politiques sont ce qu'ils sont. Quand ils viennent, ils ont aussi besoin de marquer par leur empreinte. Moi aussi, je dois terminer le stade. Moi aussi, je dois construire telle route. Moi aussi, je dois faire ceci. Et donc, je n'ai pas assez de moyens. Je dois recourir à un emprunt bancaire. C'est bien. Alors, à suivre ce qui se passe, ce qui s'est dit à travers les réseaux sociaux, il semble que le gouvernement provincial avait sollicité l'autorisation auprès de l'organe délibérant, l'autorisation pour qu'il puisse solliciter un emprunt bancaire. Il semble que cette autorisation avait été donnée au gouvernement provincial, mais maintenant, il y a d'autres voix qui s'élèvent en disant non, il n'y a pas eu autorisation. Il y a eu vice-procédure. Il y a eu vice de procédure. Le bureau n'a pas respecté la procédure. Parce que le bureau n'a pas respecté la procédure et que c'est l'assemblée plénière qui devait en principe décider, se prononcer, valider, approuver cette autorisation. Et donc, c'était passé par la commission ECOFIN. Et encore, il y a, au niveau de la commission ECOFIN, on dit que le montant initial est parti de 15 millions. Au niveau de la commission ECOFIN, on a surévalué le montant à 20 millions de dollars. Bon, on ne sait pas qui dit vrai, il faut apprécier, il faut avoir des éléments du dossier pour émettre. Moi, je pense, sur le plan de principe, il faut d'abord se référer à l'article 40 de la loi portant libre administration des provinces. Le principe est acquis. C'est l'Assemblée provinciale qui autorise, et c'est une autorisation préalable, qui autorise l'émission d'un emprunt et la signature d'un accord de prêt. Et du point de vue du règlement intérieur, il faut aussi réaffirmer en termes de principe, c'est l'Assemblée plénière
qui est l'instance souveraine pour engager l'Assemblée provinciale. C'est très important. Ce n'est pas la commission ECOFIN. La commission ECOFIN, comme une commission permanente, c'est une commission technique qui étudie la question, formule des recommandations et vient soutenir ses avis techniques à la plénière. Et c'est la plénière comme instance souveraine qui approuve. Et s'il y a des modifications par rapport aux besoins chiffrés, c'est à la plénière d'en décider. C'est très important en termes de principe. Je ne sais pas si ça s'est passé ainsi. Ça, je ne sais pas. Ensuite, et donc si ce n'était pas de cette manière, je suis tout à fait d'avis que c'est un vice de procédure. Ensuite, au niveau de la délibération, lorsque la commission ECOFIN délibère, approuve ces recommandations, il doit y avoir un acte qui sanctionne ces délibérations ou ces réunions. Un procès verbal ou un rapport de l'ECOFIN. Souvent, c'est un rapport. C'est ce document qui doit servir d'outil pour qu'au niveau de la plénière, des débats opportuns et moyennant amendement aussi, parce que c'est l'instance souveraine, l'Assemblée plénière. Elle peut revenir sur les observations de la commission ECOFIN. Oui. Et si la commission ECOFIN surévalue à 20 millions, faudrait qu'il y ait un justificatif. Il faut qu'il y ait un justificatif, un argumentaire chiffré avec un soubassement financier. Je rappelle ici aussi qu'on sollicite un emprunt bancaire parce qu'on pense à financer des projets. Et ces projets doivent se rapporter au programme d'action du gouvernement, pas en dehors. Je me pose la question, est-ce que la construction du bâtiment de l'Assemblée faisait partie du programme ou d'un des piliers ou d'un axe du programme d'action du gouvernement? C'est une question que je me pose. Parce que lorsqu'on élabore un édit budgétaire, il y a des prévisions des recettes, des prévisions des ressources. On a des ressources courantes, on a des ressources exceptionnelles, qui fait partie aussi des emprunts bancaires. Les emprunts font partie des ressources exceptionnelles, des recettes exceptionnelles. Et l'objectif, c'est de financer l'exécution d'un programme. OK? Mais le programme en question, c'est pour effectivement les investissements durables de la province. Tout ce qui a été mis, l'agriculture, l'emploi, l'industrie, tout ce que le gouverneur avait présenté ou le gouvernement provincial, il y a un besoin de financement. Et ce besoin de financement, le gouvernement pense qu'avec les recettes courantes, il ne pourra pas. Et donc, il faut recourir aux recettes exceptionnelles, dont l'emprunt bancaire. Alors donc, ces besoins doivent être chiffrés. Ces besoins doivent être chiffrés et orientés vers l'exécution du programme. D'où la souveraineté parlementaire de l'Assemblée plénière. C'est elle qui apprécie, c'est elle qui valide le montant, c'est elle par rapport à l'édit budgétaire, c'est elle qui se dit, ah d'accord, on avait prévu, parce que dans l'édit budgétaire, l'emprunt n'est pas prévu par rapport aux chiffres. L'emprunt est prévu comme mécanisme de ressources, des recettes exceptionnelles. En cas, on peut recourir aux ressources exceptionnelles, dont l'emprunt. Mais le montant de 20 millions n'était pas aligné dans l'édit budgétaire. D'où la signature du prêt. Alors, moi je me dis, par rapport aux priorités, je suis d'accord pour le gouvernorat, si peut-être il y a la relance des infrastructures, le stade, les routes des dessertes agricoles, pourquoi pas? On peut consacrer un gros montant sur les routes des dessertes agricoles. Parce que ça, au moins, c'est un secteur productif à la province. Les denrées alimentaires, l'évacuation de la production agricole de nos territoires vers les centres urbains.
ça va rapporter les taxes. Et donc, la fiscalité provinciale va en bénéficier. Et donc, il y aura augmentation des ressources. Mais la construction d'un bâtiment de l'Assemblée provinciale, en termes d'investissement durable, qu'est-ce que ça apporte? Je dis non. Sachons au moins l'échelle des priorités. Et c'est ça aussi une gouvernance rationnelle. Je pense que le gouverneur a été élu pour mettre en place une gouvernance axée sur des priorités. Vous savez, lors de la campagne électorale, les électeurs criaient toujours « Ah, ben, l'air, ben, voter, ben, ben, ça m'a intérêt, ben. » C'est ce que les électeurs disaient à nos candidats députés. Je me dis, est-ce que nos élus ont conscience de cette interpellation citoyenne pendant les élections? Que nos populations entendent parler que 7 millions seront injectés pour la construction d'un bâtiment de l'Assemblée, alors que ces 7 millions peuvent servir autant de nombre de kilomètres dans nos différents territoires, parce que ça peut rapporter dans l'assiette fiscale de la province, parce que ça va constituer au moins un investissement durable sur les routes des dessertes agricoles, parce que ça peut rapporter du point de vue de l'assiette fiscale, et ça peut aussi faire sortir nos populations à un seuil de la pauvreté lorsqu'ils vont vendre leurs produits. Où est la priorité? Où est la priorité pour le développement de la province, chère en Fumukimbangu, chère à Kipanvita, chère à Mbuta Kasavubu, chère à Mbuta Daniel Kanza, chère à Mbuta Nzezalandu. J'ajoute, chère à Mbuta Fukaunzola. Ok. Merci beaucoup, Maître Kanza, pour votre intervention. Il y a à boire et à manger dans ce dossier. Malheureusement, pour nous, le temps nous est imparti et nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre participation. Merci. On est toujours là avec le temps. Effectivement, on est toujours en mouvement avec certaines occupations professionnelles, mais il s'agit de toujours apporter un peu nos petites analyses au débat et puis aux questions d'actualité de notre pays et pourquoi pas de notre chère province, le Congo central. Voilà. Je remercie les téléspectateurs qui ont pris leur petit moment de nous suivre. C'est toujours bien de passer devant vous un journaliste pertinent et avec des questions pertinentes. Voilà, merci. Merci, Maître. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous avez accordée à cette émission. En tout cas, nous vous remercions. Il était question pour nous de recevoir Maître Kanza Faye Kanza dans ces plateaux pour parler justement de ces deux dates historiques de la République démocratique du Congo, les 16 et les 17 janvier, qui nous rappellent justement la mémoire, ou sinon les mémoires de M. Laurent Désiré Kabila ainsi que de Patrice Emery Lumumba. Question de pérenniser justement et de vulgariser davantage les combats et les valeurs nous légués par ces dévaillants citoyens congolais. Il était également question pour nous, au cours de cette émission, de parler de la peine de mort qui aurait fait surface et enfin parler de cette question qui fait couler encre et salive de l'emprunt de 20 millions de dollars américains contracté par l'exécutif provincial du Congo central. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci pour l'attention soutenue. Nous le disons toujours, liberté, égalité et impartialité sont là des valeurs que nous prenons dans cette émission Tempête politique qui ouvre ses portes à tous celui qui aimerait, tout acteur politique, analyste politique, acteur de la société civile, qui aimerait venir s'exprimer sur des questions d'actualité de l'air qui touchent à la vie nationale, à la République, à la province du Congo central et pourquoi pas au monde. Nous vous ouvrons nos porteurs. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Député, sénateur, fonctionnaire, ça de la mboka.